Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Salut Flavie. Salut Gauthier, comment vas-tu? Ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. Alors, surtout quand je vois le sommaire d'aujourd'hui. Donc, on va commencer un petit peu à prendre l'avis de Francis Fukuyama. Est-ce qu'il a survécu ou est-ce qu'il a fait une crise d'apoplexie à la victoire de Trump? On va voir la question de la suppression des emplois dans la presse, si j'ai bien compris. Après, on verra des pays où il y a encore une presse, mais des fake news, avec notamment l'enquête du Monde sur la Centrafrique, au cœur du système de désinformation russe. Puis nous regarderons un petit peu comment la Chine fait une percée en Amérique du Sud, ou ne font-ils pas de percée, j'ai envie de dire, là où par contre nos agriculteurs semblent un petit peu sur la défensive ces derniers temps. On s'interrogera pourquoi. Et enfin, on parlera de la manière dont l'Algérie traite l'un de ses écrivains les plus célèbres à l'échelle mondiale. On est parti? Eh oui. Alors donc, tout d'abord, Francis Fukuyama. Donc, pour le recadrer, Francis Fukuyama était devenu célèbre au début des années 90 en écrivant un livre sur la fin de l'histoire. Il était sous le choc de la chute du communisme. Et donc, Francis était arrivé à la conclusion que l'histoire s'arrêterait, que la démocratie libérale américaine avait définitivement gagné, qu'elle contaminerait l'ensemble de la planète. Ce qui est la preuve quand même qu'on écrit beaucoup de conneries, mais que 30 ans après, on peut toujours rester un intellectuel considéré de haut rang, puisque le Financial Times a demandé à Francis son avis le 7 novembre, comme ça à brûle-pourpoint, sur l'élection de Trump. Alors là-dessus, Fukuyama, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un libéral. Il se présente comme libéral, et comme toujours, alors moi j'ai beaucoup apprécié cet article parce que déjà, il y a quand même une forme de délectation à dire je me suis complètement planté, mais sans reconnaître qu'on s'est planté. Et ça, je trouve que c'est un exercice de style que j'admire, parce qu'en gros, ouais, tout ce que j'ai dit, c'est des conneries, l'histoire s'est pas arrêtée, le libéralisme, il va crever comme les autres, mais c'est pas ma faute en fait. Et c'est la faute à quoi? C'est la faute aux mutants, c'est-à-dire à des branches hybrides du libéralisme. D'un côté, le néolibéralisme, qui aurait appauvri les gens à un tel niveau que c'en est devenu insupportable et qu'ils ont voté Trump. Et de l'autre, le libéralisme woke, qui a tellement fait chier les gens à un niveau tellement insupportable qu'ils en sont arrivés à voter pour Trump. Et là, du coup, le drame, c'est que ces deux sortes d'avortons bâtards du libéralisme, eh bien, ont tellement énervé les gens qu'ils ont mis en danger le vrai libéralisme. Parce que là, la remise en cause de l'état de droit, la remise en cause de l'ordre international libéral. Donc, en gros, globalement, Fukuyama, c'est un peu comme quand tu as fait deux morpions, que tu ne les as pas éduqués, qui ramènent la police et que tu dis putain, moi, le père, je ne suis pas responsable, quoi. Et je trouve ça absolument extraordinaire parce que, en fait, Fukuyama est sans doute la seule personne encore à l'échelle de la planète qui croit que le libéralisme authentique, celui du 19e siècle, celui qui défend, celui qui risque de mourir à cause de Trump, ben en fait, il est mort depuis au moins la crise de 29. Oui, ça a Et commencé, disons que ça a commencé là. Mais quand tu disais avorton du libéralisme, j'aurais envie de dire tout simplement les excès du libéralisme, qui comme toute, c'est même, le libéralisme n'est pas une idéologie en soi. Hein. J'allais dire comme toute idéologie trouve sa fin dans ses excès. Mais donc là, c'est pas le cas. Mais c'est les excès du libéralisme. Ça. Du côté woke, c'est les excès de l'individualisme et de la capacité démiurgique à se créer sans cesse. Et puis du côté de ce qu'on appelle le néolibéralisme, même s'il fait ricaner beaucoup de monde, mais moi je pense que c'est important justement de faire la différence entre le libéralisme classique et ceux de libéralisme, le néolibéralisme, qui, selon les mots de Marcel Gauchet, qui sont les miens aussi, c'est pour ça que je cite Marcel Gauchet, en toute modestie. Non, mais il a fait exactement cette différence que je tente de faire dans mes articles, qui est très peu comprise souvent, qui est de dire le libéralisme bontin qu'on a eu jusqu'aux années 70, c'est celui qui est dans un enclos national, donc qui est limité par l'enclos national.
plus ou moins, évidemment. Il y a eu des phases de mondialisation, on le sait dans l'histoire, et c'est pas limité totalement à l'enclos national, puisqu'il y a des exportations et bien sûr, et des échanges. Mais celui qu'on connaît aujourd'hui, il s'inscrit dans une globalisation totale, et c'est ce qu'on verra par exemple avec l'accord du Mercosur, c'est-à-dire qu'il s'agit que tout le monde veut échanger ses produits avec la terre entière. C'est complètement délirant hein, quand on étudie vraiment ce système. Et le néolibéralisme, c'est ça, c'est le libéralisme dans la globalisation qui fait que le libéralisme n'est pas du tout atténué par cet enclos national et par le politique surtout. Il échappe complètement au politique. Donc la démocratie aussi est atteinte par ça, puisque finalement les décisions sur ces questions-là, elles nous échappent énormément. Elles sont gérées ailleurs, alors déjà à l'échelon européen et puis à l'échelon des marchés et des grands groupes mondiaux. C'est ce que Fourassier nommait dès les années 70 la dictature douce du capital. Mais là, moi, j'avoue que j'ai un vrai problème idéologique parce que j'ai du mal à mettre et le néolibéralisme et le wokisme, en fait, comme comme tu dis, un peu des excès du libéralisme classique. Parce que quand tu vois le libéralisme classique du 19e siècle, bah, c'était Paul Gottfried, notamment l'écrivain alors ultra-conservateur américain, qui l'avait dit dès 1998 dans son livre After Liberalism, c'est qu'en fait, quand tu regardes le libéralisme bon teint des libéraux anglais, par exemple, du 19e siècle, c'est des gens c'est des hommes qui sont sévères, qui ont aussi une forme de surmoi, une forme de culture, des mœurs. Les néolibéraux, il ne faut jamais oublier, c'est un cow-boy absolument dégénéré d'Hollywood, Reagan, qui les a apportés. Et quant au wokisme, alors là-dessus, moi, j'avoue que dans la société, je trouve qu'il y a trop de flics et pas assez de femmes aux cheveux bleus. Mais là encore, dire que la femme aux cheveux bleus est la prolongation normale du libéralisme classique. Le point commun à ces deux mouvements-là, c'est le no-limit. Oui. C'est la négation de la limite. Mais justement, tu vois, le libéralisme classique, il y a des limites. Il y a les limites de la morale, il y a les limites de la famille, il y a les limites de la nation. Parce qu'au 19e siècle, l'idée de nation, elle est venue des libéraux et il la défendait. Donc moi, j'ai l'impression que là-dessus, il y a Fukuyama, moi je le vois un peu, moi je vois le wokisme comme le néolibéralisme, comme les créatures d'aliens, qui en fait ont incubé, tu vois, les facehuggers qui ont pris une idéologie qui globalement était morte avec 1929 et le retour de l'État suite à la crise économique, ça a été quand même, comment dire, je ne trouve pas le mot, court. Enfin, je veux dire, en effet, il y a eu le retour de l'État, keynésianisme, etc. Mais après la Seconde Guerre mondiale, enfin, pas juste après, justement, parce qu'il fallait reconstruire. Mais ça revient toujours. Hein, je veux dire, dans un contexte libéral, les excès. Mais j'ai l'impression que le mot libéral, en fait, s'est fait incuber par des monstres qui renvoient à quelque chose de totalement autre et qui, en fait, se sont appropriés. Mais moi, j'ai du mal à faire un lien, tu vois, entre le néolibéralisme et le libéralisme classique. D'un point de vue monétaire, ça peut se faire, mais tout simplement parce que le libéralisme classique, c'est une économie de père de famille. Là où le néolibéralisme, c'est une économie de yuppies qui est pas vierge des deux narines et qui fait la teuf pour essayer de gagner un maximum avant d'aller nager chez les dauphins à 30 ans. Donc, c'est un peu... Moi, j'ai du mal. J'ai un peu l'impression, Fukuyama, moi, je l'ai toujours vu comme une sorte d'idiot, mais d'idiot utile. C'est-à-dire d'un mec qui fait semblant de croire que le libéralisme existe encore, alors qu'en réalité, il a enfanté des monstres qui ont été créés par la technostructure américaine, le Wall Street complètement décadent des années 80, et qui ont pris le mot libéralisme un petit peu, tu sais, comme les conservateurs disent qu'ils sont néoconservateurs. Oui, c'est vrai qu'on peut faire le... Oui, et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il y a le mot néo à chaque fois. Oui. Et en fait, c'est une dérive... je ne vois pas du tout. Alors, je trouve que c'est même, enfin, pour moi, c'est même pire de conservateur à néoconservateur. Parce que je n'ai toujours pas compris pourquoi on les appelait néoconservateurs. Parce qu'ils sont contre l'avortement. Et c'est ça, être conservateur, c'est avoir des valeurs. Louland, tous ces gens-là, ils sont surtout occupés à faire la guerre.
Oui, Non, mais le truc, c'est que pour faire la guerre, il faut avoir le vote du couillon du Midwest. Et le couillon du Midwest, la seule chose qui l'intéresse, c'est faire chier les femmes en disant qu'il a des valeurs contre l'avortement. Donc, alors, d'abord, le camp du Midwest, ils sont pas tous contre l'avortement. Et deux, d'ailleurs, faut pas l'appeler comme ça, parce que c'est quand même, c'est ce qu'on ah, mais combat c'est comme aujourd'hui, le ça que les redneck. néoconservateurs les voient. Et moi, je pense, tu sais, que les néoconservateurs sont ultra, ultra choqués du fait que ceux qui considèrent comme les cons du Midwest, à qui on allait vendre la flûte des valeurs, ben, en fait, leur ont dit: «Allez vous faire foutre, nous, maintenant, la situation est tellement grave, vous n'allez pas nous endormir avec ces questions de valeurs, de machin. Nous, ce qu'on veut, c'est Trump». Tu vois, par exemple, comme quand ils ont essayé de lancer DeSantis un petit peu sur la question anti-woke, parce que Trump, ça va bien au-delà du woke. Il y a vraiment un côté dynamitage. Mmh. Je sais pas, mais Bon, en tout cas, oui, enfin, que tu disais les néoconservateurs, enfin, ceux du Midwest ont voté, pour la guerre. Personne ne vote pour la guerre, en fait. On élit quelqu'un qui fait la guerre. Je suis pas sûre qu'elle a jamais été dans le programme. elle a jamais été dans le programme. Parce qu'elle c'était, si tu veux, elle était cachée par l'arbre Mmh. de, Les valeurs à contre transmettre. l'avortement. Et je pense que dans les années 90, même jusqu'aux années 2000, les Américains votaient plus sur des valeurs que sur Mais de ça, la tu politique parles de sérieuse. Bush, parce que le Oui, de seul Bush. républicain néoconservateur, c'était Bush. Sinon, les néoconservateurs sont des démocrates, et en général, les démocrates ne sont pas contre l'avortement. Bah, Reagan, quand même. Reagan, c'est ambigu. Mais Reagan, il Parce était que, républicain. oui, mais comme Bush, il est Mmh. néoconservateur. Les Mmh. néoconservateurs arrivent avec Reagan. C'est le moment où il Oui. passe, justement. Et Reagan, il nous a déjà fait la flûte des valeurs. C'est le candidat des valeurs qui, après, bah, justement, a une politique très aventurière et très, 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 très belliciste. Mmh. Je t'ai pas convaincu. Si, si, mais alors ce soir, je suis un petit peu, pas un peu fatiguée, mais Bah, je tout dis ça que pour oui, je dire sais que pas vers quel Fukuyama, côté on va. Mmh. Fukuyama, j'ai envie de dire encore un. Parce que Brzezinski, juste avant de mourir, a dit: «Le monde que j'ai créé est en train de s'effondrer». Ben là, maintenant, c'est Fukuyama qui dit Et la Brigitte, même il a chose. eu l'honnêteté de le constater. Fukuyama, visiblement, il s'accroche. Non, non, Fukuyama, non, il dit: «Ouais, ouais, ça y est, on a merdé, ça y est, Ah bon? Parce que donc je n'ai pas eu accès à l'article dont tu parles, hein, puisque c'était un article payant. Donc c'est pour ça que je te laisse, Bah, il totalement. reconnaît sa défaite. Il Après, il dit: reconnaît «C'est que ça dommage, on dépend va de jeter le l'article. libéralisme avec l'eau du bain». D'accord. Bon, mais là-dessus, je pense qu'il est authentiquement libéral, Fukuyama, qu'il est authentiquement persuadé que le néolibéralisme et le wokisme, c'est juste des versions extrêmes qu'il aurait fallu, Mais il mais faut le rassurer sur Trump. Trump est tout à fait libéral, hein. Donc ouais, 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 mais il a pas l'air, il a pas l'air d'en être convaincu. Je pense surtout que c'est une génération qui est, c'est marrant parce que Trump est plus vieux que tous ces gens-là, ouais, mais pourtant on a vraiment l'impression que c'est la génération des mourants, en fait, qui ouais, mais sont en Trump, il est train de assez, d'éteindre la lumière en disant: «OK, on ouais. a perdu». Et personnellement, c'est plutôt chouette que Fukuyama dise, qu'il a perdu parce que ça veut dire que l'histoire est continue. C'est plutôt Mais une c'est bonne nouvelle. plutôt bien que l'histoire continue finalement. Ouais. Ouais, sinon on Cette serait cette fait fin chier d'histoire a quand été un même. peu déprimante. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça, c'est qu'en fait, la feuille de route qu'ils avaient fixée, qui est une feuille de route pas très très chouette quand même, c'est la feuille de route de la guerre impériale, c'est la feuille de route d'une démocratie, d'un marché qui ne satisfait plus qu'une minorité de la population et d'une démocratie qui reste à la surface des choses. Cette feuille de route, elle est définitivement déchirée. Donc ça, c'est déjà une bonne Disons chose. qu'elle est en train de se déchirer, hein. Elle est en train de se Elle est en train de déchirer, se oui. faire. Parce que c'est comme on Après, on ne dit sait aussi, pas la trop où ça va mondialisation s'est amener, mais terminée, ce dont on nous a donc parlé juste après, nous montre que bon, on n'est pas tout à fait au bout. La mondialisation occidentale, puisque c'était par l'Occident qu'elle était gérée, se termine. La mondialisation tout court, c'est plus compliqué. Quel est ouais. notre prochain sujet, Gauthier? Parce qu'aujourd'hui, je me sou Alors la presse, la presse. Donc là, je te laisse la parole. Non, mais alors, en fait, je voulais juste en parler rapidement parce que j'ai pas vraiment eu le temps de creuser le sujet, mais c'est vrai que la presse américaine est un peu aux abois depuis les élections. Elle l'était déjà avant. Il y a beaucoup, beaucoup de suppression de postes dans la presse en général, mais pour dire la vérité, je n'ai pas eu le temps de creuser vraiment beaucoup le sujet et on n'a pas le temps d'en parler vraiment ce soir. Je sais que Associated Press annonce des coupes d'effectifs à hauteur de 8%.
Et puis voilà, si vous voulez, enfin, la presse, enfin, on va dire la presse classique, mainstream américaine, nous a tellement vendu l'échec de Trump, c'est vrai qu'il se retrouve aujourd'hui dans une situation assez difficile, avec une désaffection des auditeurs, puisque ils se sont trompés très largement, ils ont manqué de modestie, ils ont péché par arrogance, et donc c'est une véritable crise qui a lieu au sein des médias américains en ce moment. On peut dire aussi au sein des médias français et peut-être européens. Alors ça, je n'ai pas encore eu le temps d'étudier ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu constates la même chose un petit peu au sein des Je éventuellement me des rappelle médias qu'en français? 2016, le New York Times avait publié un mea culpa sur l'élection de Trump en disant on s'est planté, on essaiera de faire plus de journalistes de terrain. J'ai pas l'impression qu'en 2024, il y a eu le même type d'article. Et ça me rappelle aussi ce qu'a dit Fukuyama et que j'ai oublié, c'est qu'en 2016, en gros, le système voyait un peu Trump comme une toquade, quoi. Oui, Quelque oui, chose oui. de passager, un glitch. C'est du tout la même chose aujourd'hui. Tandis que là, en 2024, ils ont compris que c'était un phénomène systémique. Et je crois que ça les a rendus beaucoup plus intransigeants et beaucoup moins aptes, si tant est que c'était possible, à faire leur examen de conscience. Alors, moi, il y a Rappelons quand même que aussi le une Washington Post, pour la première fois, n'a pas appelé à voter démocrate. C'est absolument... Ouais, mais là-dessus, c'est parce qu'il est entre les mains d'un oligarque Bezos qui n'avait pas envie de perdre ses Oui, contrats fédéraux sur les serveurs. tout à fait. Donc, c'est pas les journalistes qui ont pris cette décision. Moi, l'impression que j'ai, c'est que il y a vraiment. Alors, on entend partout que, par exemple, des journaux quittent en masse X. Et Oui, que voilà, le réseau d'Elon Musk, oui. ça va craindre parce que tous les médias vont s'en aller. Et il y a vraiment d'un côté le narratif, alors le camp progressiste avec tous les guillemets qu'on peut employer au mot, qui dit: «Regardez, Elon Musk, X va mourir, X va mourir». J'ai l'impression qu'il y a tout le camp, fasciste avec tous les guillemets qu'on peut mettre, trumpiste ou je sais pas, qui dit: «Regardez comme tous les médias mainstream vont mourir». Et c'est un petit peu, la course à l'échalote quoi, le combat de coqs. Mais c'est très bizarre parce que je me rends pas compte de ce qu'est la nature de l'hémorragie, par exemple, sur X. On va vraiment vers une archipélisation des moyens de communication. Chacun va être dans sa bulle. Dans sa bulle, ce qui n'est pas une bonne chose, ce qui est vraiment très, très stupide. Mais les médias français aussi commencent à quitter X. Ouais, Ouest France a quitté Mais voilà. X, et cetera, et cetera. Mais d'une certaine manière, si tu quittes X, tu vas plus exister à terme. Tant pis pour eux. Enfin, Ouais. c'est, Bon. donc oui, voilà, on assiste à on peut pas vraiment encore, puisque Trump n'est même pas élu, donc on peut pas vraiment encore dire ce que ça peut donner. Mais en tout cas, la presse, je dirais, de centre-gauche, ça va être difficile. Ouais. Je pense que c'est vrai qu'il y a un travail, comment dire, au moins d'introspection à faire sur le travail qu'ils ont fait ces dernières années. Ouais, Et mais je pense que ils sont habitués à ce que ça soit difficile, qu'ils vont pas faire leur truc d'introspection de sitôt. Je te propose qu'on passe au sujet d'après, sur les fake news en Centrafrique. Alors, c'est un C'est je te sens déjà aiguisé. non, mais c'est des articles donc du Monde que tu as Ouais. sélectionnés. Oui, Alors alors, oui? oui, pardon. Oui. Je Oui, je t'en vois que c'est prie. coordonné par l'organisation Forbidden Stories, qui est quand même, je tiens à attirer l'attention sur cette organisation, c'est assez intéressant en fait comme démarche qu'ils ont eue. En fait, comment dire, ils fournissent à tous les journalistes qui font un travail d'investigation qui les met en danger une sorte de safe box dans laquelle ils mettent leur travail et que s'il leur arrive quelque chose, le contenu de leur travail, alors on dirait que sur le cloud, ça peut être, mais bon, vraiment un endroit vraiment sécurisé, le contenu de leur travail est préservé. Et surtout pour les journalistes qui ont été tués dans l'exercice de leur fonction, ils s'attellent aussi à reprendre leur enquête. Par exemple, ils avaient repris l'enquête sur la mort de cette journaliste maltaise qui a enquêté sur la corruption à Malte. Donc, ils ont repris tout son travail.
Donc voilà, je trouve que c'est quand même une ONG qui a plutôt, enfin une ONG, une organisation, je ne sais pas exactement quel statut elle a, qui est plutôt une démarche originale et intéressante. Après, sur cette enquête qui nous intéresse, je ne suis pas sûre que le travail journalistique est vraiment à la hauteur, puisque, encore une fois, je ne sais pas comment ils travaillent sur leurs sources, mais là, on a, il s'agit d'écouter la parole d'un certain journaliste Ephraim Gonzo. Ça manque un petit peu de plusieurs sources. Hein. On a un témoignage comme ça. Donc on s'attelle à ce qu'il nous dit, mais je ne mets pas ça en question. Pour recadrer un petit peu... Journalistiquement, c'est un peu gênant. Et donc on parle des ficelles de la stratégie des informations mise en œuvre par la Russie en Centrafrique. Alors la Russie est le seul pays sur la planète qui fait de la propagande et qui tire des ficelles pour gérer l'information dans un autre pays. On se rappelle un petit peu quand même l'histoire de la Centrafrique, parce que la Centrafrique a été une histoire très chahutée, comme beaucoup de pays qui ont le malheur d'avoir des mines d'or et de diamants sur leur sol. Plus ils ont de mines d'or et de diamants, plus leur espérance de vie diminue en général dans ces pays. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que ça ne suscite pas des intérêts des Occidentaux. Et donc, il y avait eu une intervention de la France en Centrafrique pour éviter justement le chaos de la guerre civile, puisque rien que le nom du pays, Centrafrique, tu sens que c'est un pays avec beaucoup d'ethnies différentes qui est très artificiel. D'ailleurs, ça s'était mal terminé, puisqu'il y avait des soldats français qui avaient été inculpés, si je me rappelle bien, pour des faits de violence. Donc, il y a surtout, alors, est-ce que c'était des soldats français, mais de la présence Nations Unies sur le terrain, qui s'appelait la MINUSCA, qui avait été accusée de violence sur une petite fille, je crois. Alors, je ne sais pas si on parle de la même chose. Alors là-dessus, non, oui. Alors donc là-dessus, en fait, arrive Wagner, c'est-à-dire la guerre hybride des Russes, enfin un acteur hybride dont on ne savait pas trop s'il était vraiment lié au gouvernement russe ou si c'était une entreprise privée. Et là-dessus, globalement, cet article explique comment un contact de Wagner a recruté ce journaliste pour en fait lui donner des textes d'articles de propagande pro-russe, voire pro-Wagner. Et donc, moi, ce qui m'a frappé, c'est la faible somme qu'ils ont utilisée. C'est impressionnant. Je crois que dans l'article, ils disent en tout 20 000 euros. Non, ce n'est pas 20 000 euros, c'est 20 000 francs CFA. Oui, voilà, 200 000 francs CFA qui sont l'équivalent de 300 euros par mois. De 300 euros. Ce qui serait 2 fois et demi son salaire de rédacteur en chef. Donc, il gagne 100 euros, un peu plus 100 euros. Ça me rappelle ce que disait JP Morgan, tu sais, le magnat américain du début du XXe siècle, dans sa grande sagesse. Les journalistes, c'est comme les putes, ça coûte juste moins cher quand même. Parce que, alors évidemment, c'est un personnage très désagréable, mais tu te rends compte qu'en fait, il faut très très peu d'argent pour déstabiliser la Centrafrique en faisant des fake news, quoi. Mais c'est vrai qu'ils les ont eu pour pas cher. Ils l'ont eu pour pas cher. Et moi, la question que je me pose, alors je sais bien que nous, on est moraux, mais pour la France, a quand même un budget. De moralité, il en faut un peu plus. Ouais, non, mais je sais pas. Non, je sais pas, on peut peut-être trouver 2000 euros qui se promènent dans un budget du ministère des Affaires étrangères pour déstabiliser la Centrafrique, enfin, ou la restabiliser, ou je sais pas. Moi, c'est toujours ça qui me fascine avec les Russes, c'est qu'ils sont fauchés, ils n'ont pas de moyens. Là, on a même les chiffres et ils arrivent à semer le chaos dans le pays. Mais ils font peur aussi, hein, les mecs, je pense que. Ouais, c'est ça. Ils sont quand même assez menaçants. D'ailleurs, c'est ce qui se passe à la fin de cet article. Bon, tu vas pas me dire que les mecs des services secrets français, ils ne sont pas capables de faire peur aux Africains. Ils ont l'habitude. Où sont les réseaux focards? Bref, tout ça pour dire, donc, on nous donne après plusieurs exemples. Le réseau s'est développé, il est monté en grade et il est devenu en fait un petit peu la cheville ouvrière de la désinformation russe, selon ses dires. Alors, il donne des exemples concrets. Par exemple, l'exemple de la petite fille, dont il dit qu'en fait, c'est un mensonge, que cette petite fille n'a pas été tuée.
Il prend l'exemple aussi, une fois, on l'avait amené voir 2 personnes dans un hôpital en lui interdisant de leur parler pour les présenter comme des victimes de groupes rebelles Mais sauvés tout par ça, Wagner. c'est des pieds nickelés, hein. C'est quand même, qu'est-ce qu'on va, Ouais. comment on peut donner crédit à toutes ces informations-là? Ah, il montre les échanges télégrammes, etc., Peut-être, hein. etc. Non, mais tout à fait. Non, mais ça doit être en partie vrai, mais c'est un peu, je trouve que ça fait très pieds nickelés. Mais bon. Ouais, et puis c'est surtout qu'en plus, comme tu le dis, ça fait très, si les Russes sont capables de sortir 2 000 € pour acheter l'intégralité de la presse de Centrafrique, là, moi, à la limite, je suis patriote pour défendre la France. Je suis prêt à faire un don de 3 000 €. Alors, la régie nous dit que, comme au Mali, la communication française en Centrafrique a été totalement mauvaise. Moi, je me souviens pas Ouais. très bien de la communication française Non, mais dans les opérations. au bout d'un moment, moi, si tu veux, c'est comme quand tu vois le budget qu'ont les Américains pour faire la cyberguerre par rapport à ce qu'ont les Russes, et qu'on dit que les Russes nous éclatent en termes de cyberguerre. Moi, je pense qu'il faudrait faire un audit à un moment de où passe l'argent de toutes les démocraties occidentales, parce Bah, qu'il y a quand même une bande de quand même, crevards très qui cher. arrivent Ouf. à faire des trucs hallucinants. Enfin, Alors, bref. je vois qu'il y avait 3 journalistes russes venus enquêter en Centrafrique sur les mercenaires de Prigojine. Et qui sont morts. Ouais, personne n'a Et osé en parler. Les circonstances de l'assassinat restent floues. Bah, c'est pas très étonnant. Bon. Mais, enfin bref, tout ça pour dire, moi je pense que honnêtement, les informations que donne ce journaliste sont certainement vraies. En plus, comme je te dis, il y a côté pied, comme tu l'as dit, il y a un côté pied nickelé. Ça fait tellement les services russes. Parce que les services russes, ils en ont tellement rien à battre de se faire repérer qu'ils y vont. Ils y vont pas avec le scalpel, quoi, quand ils font de la Parce que la désinformation. régie nous dit que oui, on s'est jeté du Mali alors que Barkhane est plutôt une réussite. Je ne sais pas si Barkhane a été une réussite. Bon. Barkhane, le truc, c'est que tu as une armée qui rentre dans le Stade de France en termes d'affluence. Tu lui demandes de gérer un pays qui est grand comme 10 fois la France. Comment ça, enfin, Mais la quoi. régie nous dit Noah, la régie nous dit l'armée a complètement raté sa communication, à l'inverse des Russes. Donc, je voudrais bien que Noah, la communication des Russes, c'est pas dans la La dentelle. communication des Russes, alors ce qu'il explique dans cet article, c'est qu'il y a par exemple, ils organisent des manifestations, ils payent des gens pour faire la Oui, oui, avec manifestation. des petites pancartes. Bon, tout le monde fait Oui, ça. mais ça, c'est vieux comme le monde, Bah quoi. oui, c'est pas très. C'est Ça assez n'a rien incroyable. fait. Et en plus, comme le dit le film célèbre, tu peux tromper une personne 1000 fois, mais tu ne peux pas tromper 1000 personnes une fois. Enfin, c'est peut-être l'inverse. Je ne sais pas, parce 1000 que personnes. oui, je ne sais plus. Mais le truc, c'est que, bon, imaginons que les Russes nous ont pris par surprise à 2000 € et un mars et ont déstabilisé la Centrafrique. Pourquoi on les a laissés faire au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où ils ont employé les mêmes méthodes? Et à un moment, c'est hallucinant, parce que c'est là, en plus, quand tu te rends compte, quand tu lis cet article, tu te dis, mais il nous reste quoi, en fait, comme pays d'influence traditionnelle Ah oui, française en Afrique? mais on s'est fait jeter aussi parce que je crois qu'ils en avaient marre des Français et que pour eux, les Russes, c'est juste pas les Français déjà. En fait, on a le Tchad, quoi. Il y a le Tchad qui est resté encore le centre du dispositif français, mais sinon, on s'est fait enfoncer de partout. Et je crois quand même que cette idée que ça serait juste à cause des fake news russes, Non, non, non. euh, Ça s'est passé et avant, on se faisait déjà jeter avant. Enfin, ça a peut-être été ouais, concomitant, mais non, non, enfin. D'ailleurs, c'est même pas ce que dit cet article-là, parce que là, les Russes sont juste en train de faire leur propagande. Est-ce qu'ils tirent sur les Français sur Ils les essaient de Français faire les élire Américains. le président Faustin Archange Touadéra, qui a l'air plutôt d'aller dans leur sens. Enfin, ils veulent en tout cas ils veulent changer la Constitution pour que le président ait un énième mandat. Et voilà ce que mais on parle pas vraiment de la France là-dedans. Non, mais c'est le grand absent, en fait, parce que c'est Juste évidemment le pays qui s'est fait jeter, comme il Mhm. s'était fait jeter du Zaïre à la fin des années 90, mais cette fois-ci, c'était plus par les Américains. On voit qu'on est complètement à la ramasse, en fait, dans la défense des bastions africains.
Et alors, il y a sans doute une lassitude des populations. Je pense qu'en termes de communication, Ouais. on n'est vraiment pas bon. Et là encore, enfin, les fake news ont bon dos, quoi, par Non, mais rapport. bon, le coup de la fake news, moi, je sais même pas comment. C'est pour ça que je me marre avec cet article-là. Je dis pas que c'est pas ce qui s'est passé. Mais d'abord, tout le monde le fait. Quand on accuse toujours les Russes de faire les fake news, mais moi, je voudrais bien savoir. Enfin, je vais pas nommer de pays, mais tout le monde pratique la fake news. Donc, trop de fake news tue la fake news. Tout le monde ment. C'est pas tellement nouveau sur la planète. Donc, déjà, si on arrêtait de dire ce mot fake news, qui est un mot qui devient une espèce de mème et qui fait chic tout de suite. Enfin, je sais même pas. On a l'impression que ça fait chic. Et un On mot a qui pu vient parler de vérité, de de mensonges, mais dans ces cas-là, qu'on parle des mensonges de tout le monde, c'est pareil. Tout ça n'a pas aucun sens. Ouais. C'est un article de pauvreté totale. Et alors, dernier point, juste pour terminer, ça soulève quand même une question intéressante auquel on a oublié, puisqu'on sait que Prigojine a commis une grosse erreur, c'est de prendre l'avion, et donc qui nous a quittés. Je pense que on a perdu un grand humaniste avec la mort de Prigojine. Il a été remplacé d'ailleurs à la tête de Wagner. Ah non, en fait, désormais, Wagner est en voie d'ingestion par par l'État russe. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer en Afrique? Parce que, évidemment, les branches de Wagner, selon l'article en Afrique, sont quand même beaucoup plus indépendantes, et notamment en Centrafrique. Alors, au Mali, les relations semblent être assez tendues. Mali, Niger, Burkina Faso, l'État russe essaye de remettre le grappin dessus, mais en Centrafrique, de ce que dit l'article, ça a l'air d'être plus compliqué. Et je me demande si on ne va pas avoir un petit peu un retour de Bob Denard, cette fois-ci, qui s'appellerait Bob Denarski, tu vois. C'est-à-dire, en fait, s'il ne va pas y avoir les mercenaires de Centrafrique de Wagner qui vont se dire, au fond, sur l'avenant, mais mon jeton, j'ai pas dit, c'est top là, et voilà, qui ne vont pas créer une sorte de petit État fantoche. Moi, j'ai adoré, tu sais, notamment la photo du conseiller du président qui a un t-shirt Je suis Wagner. J'ai pas vu ça. Si, dans l'article, on le voit. Bref, ça va être assez intéressant, je pense, de suivre quel va être le devenir de Wagner en Afrique. Voilà, Ouais. parce qu'on oublie. C'est vrai qu'on nous dit Noah, c'est plutôt Denarov. Denarski, ça fait plutôt polonais. C'est une petite déformation. Des formations professionnelles. On passe à l'article suivant. Alors, la Chine en Amérique du Sud. Il y a Tintin chez les Aka, il y a Xi Jinping au Pérou. Et alors, au Pérou, il y va avec des projets, Xi Jinping, c'est-à-dire de créer, alors c'est toujours ça avec les Chinois, un mégaport, quoi, voilà. Un gros port. On se rappelle que les Chinois ne sont pas leur coup d'essai, ils ont déjà eu un brillant échec, c'est la construction, le perçage du canal au Nicaragua pour essayer de contourner le canal de Panama pendant toutes les années 2010. Échec total, le projet est abandonné. Donc là, il semble y avoir en fait un changement de fusil d'épaule où on va plutôt aller un peu plus au sud et créer juste un gros port au Pérou pour l'exportation de minerais, mais aussi de produits agricoles brésiliens, puisque notamment la Chine est grande consommatrice de soja. Et on voit qu'ils sont en train de donner un coup à la doctrine Monroe de 1824, l'Amérique aux Américains, puisque de plus en plus de pays signent des accords avec la Chine, rentrent dans l'initiative de la route de la soie, l'Équateur notamment, et bientôt le Brésil. Ah oui, donc, mais c'est le titre. Hein, ils éjectent progressivement, la Chine éjecte progressivement de son traditionnel jardin, donc l'Amérique du Sud et l'Amérique latine en général, l'ancien roi des Amériques, les États-Unis. Et donc là, oui, c'est vraiment là un changement majeur pour l'influence américaine dans les Amériques. Attendez, excusez-moi, je suis un peu troublée par la régie. Donc c'est un changement majeur, c'est-à-dire qu'il y a encore une influence politique, j'imagine, mais l'influence économique est en train de shifter vers la Chine, parce que tu dis, ils vont plus au sud, mais moi, ce que je vois dans l'article, c'est Argentine, Chili, Bolivie, Équateur, Venezuela
déjà membre de cette fameuse Belt and Road Initiative. Donc, initiative route et ceinture, c'est pas très joli, mais qui est l'appellation de la nouvelle route de la soie, hein, donc, qui est lancée en 2013 et qui conclut des partenariats assortis d'investissements massifs d'infrastructures dans ces pays-là. Donc, quand on entend route de la soie, on a tendance à passer ça plutôt vers l'Est, et en réalité, ça se déploie fortement en Amérique latine. En fait, ce qu'on voit, c'est que tu as une altermondialisation qui se met en place, mais pas comme l'altermondialisme du début des années 2000. Tu te rappelles les forums de Porto Alegre, un autre monde est possible, Oui. etc. En fait, c'est juste un alter réseau de communication. Les Chinois font leur propre réseau de communication qui va être parallèle au réseau dominé par les Américains. Ils ont échoué au Nicaragua, maintenant ils vont un peu fouiller. Oui, mais c'est intéressant quand tu dis altermondialiste, parce qu'on a tendance à, c'est vrai, quand on remet en cause la globalisation, mais occidentale, hein, qui a été principalement occidentale, on se dit, voilà, les BRICS, c'est génial, etc. Bon. Mais finalement, est-ce qu'ils ne vont pas eux-mêmes procéder à leur propre mondialisation et avec les mêmes excès qui ont été les nôtres? Donc, Noah nous dit un alter-impérialisme, oui. Parce que est-ce qu'ils vont davantage protéger leur population dans les accords de libre-échange? On va parler juste après de Mercosur. Est-ce que dans ces accords-là aussi, par exemple, c'est pas mettre en danger les agriculteurs, les petits agriculteurs et éleveurs sud-américains? Moi, je pense qu'il y a... c'est des questions auxquelles on ne peut pas complètement répondre encore, mais qui se posent vraiment, parce que... Non, mais je crois là-dessus qu'il y a un gros problème avec le développement économique de la Chine. C'est qu'en fait, c'est quand même un développement économique de rattrapage. C'est un peu un développement économique de copycat. Ils essayent de faire en parallèle ce qu'ont fait les Occidentaux. Oui. Mais je crois que ce n'est pas tellement dans la mentalité chinoise de se poser des questions sur la soutenabilité de la croissance. Déjà parce que le régime chinois est tributaire du maintien de la croissance pour garantir la paix sociale. On avait vu en 2008, quand la crise économique avait frappé, qu'il y avait eu des troubles en Chine dans certaines régions. On n'avait jamais tellement eu la lumière sur ce qui s'était passé. On avait vu que la population avait grincé dès que la croissance économique s'était ralentie. Et là, le gros problème des Chinois, en fait, c'est que c'est une altermondialisation, mais c'est une altermondialisation qui est en fait la mondialisation 2.0, la même. Alors que l'altermondialisme du début des années 2000, avant justement que ces BRICS arrivent, c'était un altermondialisme qui se posait des questions en termes d'écologie, en termes de soutenabilité sociale et tout. Et je crois mais pas les que altermondialistes, oui, parce qu'on fait un jeu de mots avec les altermondialistes des années 2000, c'était principalement des écolos européens. C'était la France, surtout. Oui, je me rappelle d'un article mais c'était un mouvement très européen. Oui, mais je me rappelle un article du Financial Times qui faisait remarquer que tous les forums altermondialistes du début des années 2000 recevaient l'imprimatur de la France de Jacques Chirac. Justement dans le contexte un petit peu également de l'opposition à la guerre en Irak. Et là-dessus, je pense que la fin de ce rôle de la France pour imaginer un mondialisme, mais authentique, et pas juste faire une mondialisation 2.0 parallèle à celle des États-Unis, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, a quand même été un sacré drame. Oui. Avec l'élection de Nicolas Sarkozy, pardon? Parce qu'à partir du moment où Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir, tout le soutien de la France au mouvement altermondialiste de type attaque, etc., a disparu. Ouais. Et du coup, il y a eu la fin de cette réflexion globale sur comment pouvait-on donner une autre direction à la mondialisation. Et c'est là où les Chinois sont arrivés avec le projet de mondialisation parallèle de la route de la soie, mais qui ne résoudra aucun problème, hein, à part juste embêter les États-Unis. Mais c'était le but, non? Est-ce que ça devait résoudre d'autres problèmes? Je pense que, alors, j'ai rien contre embêter les États-Unis, mais poser les questions d'une manière plus globale, comme on le faisait dans les années 2000, pour imaginer une autre mondialisation
plus respectueuse de l'environnement, de Oui, mais c'était la... pas nous qui allions en décider. C'est quand même très démiurgique de penser que nous, on allait décider d'une autre mondialisation. Alors pour nous, éventuellement. Déjà, on n'a pas décidé du tout d'une autre mondialisation pour nous. On est allé vers un néolibéralisme donc, de plus en plus Parce qu'on a élu excessif. Sarkozy. Et de tous ces accords de libre-échange qui se sont multipliés ces dernières années. Donc avant d'aller parler d'un altermondialisme mondial, non mais je veux dire... Non, mais je pense que la France a manqué le coche à la fin des années 90, début des années 2000. Parce que l'état de la France au début des années 2000 n'était quand même pas le même que l'état de la France en 2024. Ah non, non, pas du tout. On avait quand même encore une voix qui pesait un peu. Ah non, je dirais même jusqu'en 2007. Je ne vais pas mettre ça à l'élection de Sarkozy, mais c'était plus ou moins encore... Juste pour terminer sur l'article, c'est assez impressionnant, hein, parce qu'au Pérou, les mines et la fourniture d'électricité, c'est pas rien, sont en grande partie opérées par des groupes chinois. Donc, et depuis 2015, le volume des échanges avec Pékin a dépassé celui avec Washington, et est aujourd'hui presque 2 fois plus important. Alors aussi, il termine, ça c'est vraiment une conclusion du monde. À la fin de l'assaut, je touche. Voici d'intéressantes discussions en perspective entre Joe Biden et Xi Jinping. Je veux bien savoir de quoi discute Joe Biden aujourd'hui, mais bon. Avec Xi À Jinping. Lima, le sommet des pays du Pacifique. Ils pourront même continuer la conversation au sommet du G20 au Brésil le 18 novembre. L'article date un peu, mais... Alors, et là, encore mieux. Donc, ça se termine en feu d'artifice. Pas sûr que la nouvelle administration Trump qui se met en place, tout à sa volonté protectionniste et à sa détestation de la Chine, n'améliore l'ambiance ni la situation. L'Amérique s'isole à ses risques et périls. Mais elle ne s'isole pas, elle est déjà isolée. Donc on met déjà sur Trump, qui n'est pas au pouvoir, la faute de l'isolation. Alors qu'elle est déjà isolée de par un contexte qui lui est de moins en moins favorable. Alors dire que ce n'est pas elle qui a forcément voulu le faire, mais en tout cas, il y a d'autres pays. Mais tu sais, moi, j'ai une théorie complotiste. Je dis rarement des théories complotistes, mais là, je vais la dire. Je pense qu'en fait, tous les progressistes sont super heureux que Trump soit élu. Ils vont pouvoir tout lui mettre sur le dos. Ils ne vont pas oser le dire, mais que comme ça, comme les 4 prochaines années vont être catastrophiques pour l'Occident, on pourra dire après, vous voyez, c'est à cause de Trump que l'Occident s'est effondré. Oui, non, mais ils ont déjà commencé, il n'est même pas en poste. Oui, mais ça va être trop ça. Alors que l'Occident, il s'effondre depuis au moins 2008. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec le Brexit. Ça aussi, il y a eu... c'est-à-dire, les années ont été très difficiles, mais on a tout mis sur le Brexit, alors que c'était déjà quelque chose d'enclenché. Et qu'on a surtout géré le Brexit quelque part pour qu'il soit un échec par rapport à ce que ceux qui ont voté le Brexit voulaient en faire. Déjà sur la raison majeure du Brexit qui était une volonté de réduire l'immigration. L'immigration a été exponentielle après le Brexit. Donc il s'agissait de leur montrer à ce moment-là, bah tiens, vous l'avez voulu, vous l'aurez, vous allez voir ce que vous allez avoir. Bref, je ne sais pas là pour parler du Brexit, mais je trouve que ces phénomènes sont très, très agaçants, très, très malhonnêtes. Et les gens n'y voient que du feu. Moi ce n'est pas le premier article où je vois qu'on impute déjà à Trump des problèmes d'aujourd'hui, qui datent, puisque s'ils sont un problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont été générés avant. Trump n'est pas au pouvoir, que c'est déjà attribué à Trump. Donc, à partir de janvier, je pense qu'on peut tout faire. Alors Trump est aussi responsable, si j'ai bien compris, des blocages des agriculteurs en France. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce que c'est le populisme qui revient en force. Pourtant, il était déjà revenu en janvier dernier. Alors, ça va devenir comme la grippe. Oui, voilà. Ça va revenir chaque année. Mais bon, c'est la vague populiste. Alors, donc je vais juste dire certains passages, parce que c'est plus simple. Alors, sur les manifestations qui arrivent doucement, là, il y a eu lundi et mardi 19 novembre, 80 points de mobilisation. Je ne sais pas très bien où ça en est aujourd'hui. Parce qu'on a quand même Retailleau qui a dit aucune tolérance, on n'hésitera pas à je ne sais pas quoi, mais enfin, il était assez vindicatif sur les agriculteurs. Lui, il n'y a que les immigrés qui l'intéressent. Donc, je pense que c'est un petit peu déjà un signe. Je ne trouve pas que c'est déjà un signe de sa part de grande vision.
Moi, je sais pas, Rotaillot, en fait, on en a parlé tellement de fois, et ça m'intéresse tellement pas. Bon, Je ça m'intéresse connais. pas plus. On ne sait Oui, pas, mais on en fait, verra. ça nous intéresse pas. Pourquoi Mais nous a priori, donnons-nous c'est mal tant barré de avec les cerveau agriculteurs. Ce que je veux dire, cette phrase était quand même très très maladroite. Donc, ce ne sont pas tant les petits agriculteurs qui sont de moins en moins nombreux que les principaux acteurs du secteur, avec le soutien tacite des industriels locaux, qui manifestent leur mécontentement. C'est là où c'est un peu compliqué, c'est que voilà, il y a souvent on oppose les deux. Enfin, il y a quand même les petits et la FNSEA. Et la FNSEA, c'est beaucoup l'agro-industrie. Mais c'est vrai que là, il y a une suppression des droits de douane sur la viande bovine et les volailles qui fait, par exemple, que la Bretagne, qui est la principale région concernée, évidemment, est une des régions de France qui se mobilisent. Donc, c'est pas seulement les petits, en fait. C'est certains aussi producteurs, mais en fonction de leurs intérêts divers. C'est pour ça que c'est un vaste bordel, ces questions du libre-échange, parce que, de toute façon, ça touche forcément... chacun a des intérêts divergents, et voilà, ça ne peut que... Alors moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que Barnier a dit qu'il était contre cet accord. Bon, Oui, en ce moment, le tu gouvernement doit rigoles. dire qu'ils sont contre. Ils gagnent du temps. Mais qui est pour? En fait, tout le monde prétend être contre, mais il faut savoir que Ouais. l'Allemagne de Scholz est très pour, parce qu'eux, ils veulent fourguer leur voiture, et qu'on a plutôt tendance à suivre l'Allemagne. Donc, je pense que ça, c'est un très beau jeu de rôle et théâtre d'ombre. Ils sont obligés pour l'instant, parce que le mouvement monte et que ça génère même une opposition dans la population. Donc, pour l'instant, ils tiennent ce discours. Mais bien sûr que le gouvernement est pour cet accord. Ça fait longtemps qu'il est dans les pipes. Parce qu'il y a déjà un accord avec le Canada, si je ne m'abuse. Mais il y en a plein des accords. Le dernier, dont j'ai entendu, je crois que c'est le dernier, avec la Nouvelle-Zélande. Oui, et le traité transatlantique n'avait pas été signé au final. Ça, il faudrait faire un point. Oui, en effet, celui-là, il était... parce que Trump l'avait annulé, en fait, pour recentrer la stratégie américaine plutôt sur l'Asie. Mais la Nouvelle-Zélande nous importait quand même du lait. Hein. On importait du lait de Nouvelle-Zélande, du lait. C'est-à-dire des dairy, des produits qui doivent être vite consommés. C'est complètement délirant. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, quand même. C'est que ces gens devraient lire un manuel d'histoire. La Troisième République, l'ancrage de la République et de la démocratie en France, qui a été fait par les paysans, a été permise grâce au tarif Méline du début des années 1890, puisque dans les années 1870-1880, les paysans étaient confrontés à l'arrivée, tiens donc, des produits agricoles venus d'Amérique. Si, tant que les tarifs Méline n'avaient pas été mis en place, la France était dans une situation proto-révolutionnaire, que ce soit avec le boulangisme en 1888-89, que ce soit avec la montée de l'anarchisme en 1892. Tous les historiens sérieux, je pense notamment à Agulon sur la période, qui est un peu la référence, expliquent que la République est née du protectionnisme. Pourquoi ces gens-là veulent-ils détruire le protectionnisme? Est-ce que ça voudrait dire qu'ils veulent détruire la République? Parce qu'au bout d'un moment, les mêmes causes produisent quand même les mêmes effets. Enfin, je ne sais pas. Alors, je sais bien qu'ils ne doivent pas avoir des connaissances historiques quand même très développées, mais c'est le b.a.-ba quand on voit... Je ne crois pas que la République, en effet, les intéresse beaucoup. En plus, la res publica, chose publique, ne les intéresse pas du tout. Alors, le semblant de République, ils y tiennent parce qu'il y a le décorum, et qu'il est important de continuer à faire croire qu'il y a des républiques et des nations, mais la chose publique, pas du tout. Mais je ne sais pas à quoi ils s'intéressent. Est-ce que leur autoconservation les intéresse? Mais je pense que, bien sûr, c'est capital pour eux, mais c'est à très court terme. Donc, comme il n'y a pas de réflexion, c'est là, de toute façon, ils vont pêcher, ils vont perdre. Ils peuvent perdre, en tout cas. C'est qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de réelle stratégie. Alors, mais quand tu vois la situation... Jusqu'à présent, ils ont l'impression que ça allait fonctionner. C'est Fukuyama, c'était la fin de l'histoire. Mais depuis qu'ils voient que ça grippe, ils continuent. Ouais, mais quand tu vois les années 80, 1880, tu vois que tant qu'il n'y a pas le protectionnisme, tu as le régime qui est affaibli, qui est menacé, qui a des vagues de populisme, il y a tout ça. Et là, on a déjà les vagues de populisme, ils vont encore en remettre une couche. Ouais. Mais on va se retrouver... c'est pour ça qu'en fait,
ça sent la décomposition, c'est que quand il n'y a pas la moindre volonté de prise de conscience, et là je trouve que c'est très très symbolique ce qui se passe avec les agriculteurs, parce qu'on leur donne que des éléments de langage, on les a vraiment enfumés, on a eu Attal sur la botte de foin. Enfin, moi je me souviens de ce théâtre, c'était effrayant. Et je crois que les maigres promesses qui leur ont été faites n'ont même pas été tenues. Donc là, et puis de toute façon, le problème, il est bien plus structurel que quelques promesses de baisse de taxes ou quoi que ce soit. C'était des miettes. En fait, la réalité, c'est qu'ils savent très bien que ce qu'ils veulent imposer conduit à terme à la mort des petits agriculteurs et des petits éleveurs. Ils sont déjà quand même bien de certaines plus grosses structures aussi, hein, parce que ça dépend de leur intérêt et de ce qu'ils vendent, etc. Bon, de plein de choses. Mais les petits, c'est-à-dire les indépendants, ceux qui ne sont pas dans les grosses structures, sont à sacrifier. Et ils le savent. Et maintenant, ils l'ont compris. Ils n'avaient pas vraiment compris complètement en janvier. Je pense que là, ils l'ont compris. Et je sens que là la colère est beaucoup plus forte. Alors, je voulais juste relayer un autre article du Figaro. Alors, je n'ai pas été lire dans Le Monde, mais peut-être qu'on pourrait chercher ce qu'il raconte dans Le Monde, justement. Parce que, bon, là, le Figaro fait quand même un peu le boulot sur le fait de dire quels sont les gagnants et les perdants. Alors, évidemment, certaines grandes industries européennes se frottent les mains, et pour être assez simple, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les grandes industries du vieux continent augmenteraient significativement leurs exportations de produits et services, particulièrement dans les secteurs de l'automobile, c'est pour l'Allemagne, du textile, de la pharmacie et de la chimie. Il y avait même des chiffres assez importants, car ce qui pourrait augmenter, augmentation des exportations, 47% pour les produits pharmaceutiques et chimiques, 149% pour le matériel électronique, et même 424% pour les textiles et les vêtements. En fait, techniquement, le calcul, c'est de se dire qu'on va exporter des produits à forte valeur ajoutée et qu'on va apporter de la nourriture à faible valeur ajoutée. Mais ça, c'est la logique de la mondialisation qui ne se pose à aucun moment la question de « et si les chaînes alimentaires se rompent ?» La question de la souveraineté alimentaire, que pourtant Emmanuel Macron avait placée au cœur de ses préoccupations. Mais attends, là, Gauthier, ça, c'est vraiment quelque chose que les auditeurs doivent comprendre. Dès qu'il donne un nom à un ministère, c'est pour faire l'inverse. Je crois qu'il y a eu le renouveau industriel, tout ça. Et là, le truc, mais vraiment atroce, c'est le ministère de la souveraineté alimentaire, de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Mais en fait, c'est la politique des pseudonymes. Parce que là, c'est tellement... C'est comme plan de sauvegarde de l'emploi. C'est du même acabit. Enfin, oui, c'est ça, ça s'appelle comme ça. Hein. Les plans de sauvegarde de l'emploi. Tout ça est impressionnant. Bref, on va voir comment ça va évoluer, parce qu'avec toute la classe politique qui dit qu'ils sont contre, s'il y a de grosses manifestations, ça va être mais encore une fois, ils gagnent du temps. Alors, je ne sais pas s'ils ont une stratégie... Alors, je termine, juste que j'ai stabilo bossé. La Commission européenne n'a jamais caché que l'agriculture européenne était une monnaie d'échange. Je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Monnaie d'échange dans toutes ces transactions, dans tous ces accords de libre-échange. Alors, cet accord-là, il concerne 800 millions de personnes. Il couvre entre 40 et 45 milliards d'euros d'importation et d'exportation chaque année. Mais alors, en fait, des économistes reconnaissent que globalement, l'accord est plutôt favorable à l'UE et à ses filières. C'est juste qu'on sacrifie une certaine partie de l'agriculture. Voilà. Sinon, il y a aussi une sécurisation avec cet accord d'approvisionnement en lithium, en cobalt et en graphite qui sont tous utilisés dans la construction des voitures électriques. Il faut savoir que le programme, puisque il sera bientôt interdit pour les voitures thermiques de rouler à 130 sur l'autoroute. Hein. Il ne sera permis qu'aux voitures électriques de rouler à 130. Les voitures thermiques devront rouler à 90. Juste une petite parenthèse. Les exportations européennes de véhicules et de pièces pourraient augmenter de 114%. Dans un scénario dit ambitieux. Oui, en fait, on voit, c'est assez rigolo. Ça me fait beaucoup penser au sacrifice de l'agriculture japonaise dans les années 1950, où le gouvernement japonais sacrifie notamment l'agriculture en favorisant les importations massives
de blé, ce qui va d'ailleurs changer les goûts alimentaires des Japonais vers le ramen, enfin des produits à base de pâte de blé, quoi, de farine, Mhm. plutôt que de riz. Pourquoi ça a été fait, en fait? Parce que, bon, déjà, les agriculteurs avaient le malheur de voter communiste. Et puis surtout, c'était l'idée que grâce à ça, on va développer une industrie compétitive. Et c'est une vision qui revient à troquer la souveraineté en échange de l'enrichissement. Mais souvent, ça, Heu, c'est pas voulu, pas forcément par le pays lui-même, mais par ce début du néolibéralisme où, en fait, beaucoup les États-Unis, en effet, demandaient à certains pays de se focaliser sur une spécialité. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait une sorte de répartition du travail mondial. Tel pays va finalement faire culture ouvrière, et puis tel autre pays va faire ça, en fonction des intérêts de chacun. Et c'est là où, en effet, c'est des attaques à la souveraineté partout. Et certains pays étaient trop faibles, trop fragiles pour résister à ça. Ça s'est fait, je crois, au Pakistan dans les années 50. mmh Mais tu vois, Oui. oui, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Mais là, par rapport aux Japonais, il y avait vraiment une volonté de liquider la paysannerie pour des raisons politiques. Ils Mhm. étaient communistes. Là, je me demande s'il n'y a pas quand même aussi une idéologie derrière de vouloir liquider les paysans parce qu'il y a ce phénomène de l'enracinement. Oui, C'est le monde paysan et c'est que très ce symbolique. monde Mhm. doit disparaître. Mhm. Mais qu'il y a, parce qu'évidemment, il y a des arbitrages économiques. J'entends bien que c'est important d'avoir du lithium et du graphite. Mhm. Mais peut-être qu'on aurait dû garder des terres rares ailleurs d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mhm. Mais le truc, on serait pas Grosjean comme devant ou fort dépourvu quand la bise fut venue. Mais tout ça pour dire que enfin, les arbitrages ont toujours quand même une dimension politique. Et là, on voit que les paysans représentent quelque chose Mhm. et que peut-être aussi c'est le citoyen indépendant. Il Oui, faut se rappeler ce que disait Jefferson, qu'une vraie république, une vraie démocratie était construite sur des agriculteurs indépendants de l'État. Tout comme la Troisième République avait été une république de paysans indépendants de l'État. mais c'est Et tout le là, en fait, paradoxe du néolibéralisme, c'est qu'il n'est en effet pas libéral du tout parce qu'il ne souhaite pas du tout l'indépendance des petits entrepreneurs. D'ailleurs, on pourrait parler des PME de la même façon ou des petits agriculteurs. En effet, il veut des tu grosses vois, structures dans lesquelles il y a des salariés plutôt mal payés. on tombe donc finalement d'accord par rapport au Euh, début de l'émission. C'est Quoi? merveilleux. On tombe d'accord par rapport au début de Ah, bah, ça, l'émission. ça arrive, Euh, plus souvent que tu ne le quand crois. des gens. Olaf Scholz, il est bien celui-là. Nous avons besoin de davantage d'accords de libre-échange. Le monde change. Ça, c'est beau comme l'antique. Et oui, et puis aussi, il a négocié avec Poutine, mais pas vraiment. Enfin, Oui, un peu, mais pas trop. chose de toute façon, on va bientôt plus en entendre parler, Ouais. puisqu'il y a des élections en Allemagne, et que je suis prêt à parier un resto avec toi, Flavie, qu'il qu'il ne reviendra pas au pouvoir après Ouais, les élections. ça semble assez évident. Alors, je termine On juste, je pense qu'il conclut. n'y a plus grand-chose, je termine vite cet article. Toutes les parts de Oui, marché gagnées d'un côté sont des emplois en danger de l'autre. En fait, c'est ça le libre-échange, le néolibéralisme. oui. C'est sans arrêt des conflits de rapports de force et personne, quelqu'un y gagne à un moment, va y perdre après. Enfin, tout ça, et en plus, je trouve que ça génère une énergie absolument considérable. Ça génère l'énergie un peu faible de tous ces fonctionnaires européens qui doivent produire du papier, de la norme et des textes suivant tout ça, parce que ces textes d'accord de libre-échange, c'est des milliers et des milliers de pages. Hein. C'est des trucs C'est des complètement grands dingues. malades. Moi, je me rappellerai toujours le traité TCE de Constitution pour l'Europe en 2005, où dans les annexes, il y avait un truc, je crois, sur la régulation des pots, enfin de phoques, enfin, Non, mais un truc de dingue en c'est Constitution. kafkaïen, c'est totalement dément. C'est des Alors, grands malades. là, il parle du Brésil, c'est assez intéressant parce que Bolsonaro avait tout ouvert pour obtenir l'accord. Il avait consenti à détricoter la politique industrielle développée par ses prédécesseurs. Et Lula, lui, retour au pouvoir, pose des conditions pour regagner des garanties sur les industries naissantes du pays. Enfin, on ne sait pas trop ce que ça donne pour le moment. Ouais, Voilà. bah, à voir. Alors, encore une fois, tout le secteur agricole n'est pas concerné de la même manière par l'accord. Il y a des filières qui vont gagner, comme les vins et les spiritueux, qui ont des marchés stables et Oui, oui. en soi, pas vraiment besoin d'accord de libre-échange, mais il y a une baisse de la consommation en Europe de vin européen.
Donc, évidemment, ils sont plutôt intéressés par pouvoir concurrencer le vin chilien et argentin au Brésil, par exemple. Je termine. Autre secteur gagnant, la filière agro-industrielle européenne, très industrialisée. Alors celle-là, plutôt gagnante, les exportations laitières en particulier augmenteraient de 121% dans un scénario ambitieux. Les grands perdants, alors côté agriculteurs européens, seraient principalement ceux qui ne peuvent pas s'aligner en termes de compétitivité coût, et c'est principalement les sucriers. Donc tout ce qui est betterave, sucre, donc du nord de la France, pour eux, c'est perdant-perdant. Il y a aussi le même cri d'alarme chez les éleveurs de bovins et de volailles qui seraient soumis à une concurrence déloyale parce que tout le bovin volaille en Amérique du Sud ne sont pas du tout soumis aux mêmes normes sanitaires et environnementales qu'on a qui sont extrêmement contraignantes, et pour eux, chez eux, c'est plutôt laxiste. Ça, c'est vraiment un des trucs les plus dégueulasses d'ailleurs de ces accords et les plus malhonnêtes. Après, tout est assez cohérent. Je te rappelle le projet de la mondialisation selon Brzezinski, dès les années 70, 10% d'inventeurs, 20% de techniciens et 70% de gens au salaire minimum avec Titainment. Ouais. Bah, tu vois que là, en fait, avec cet accord de libre-échange, tu as le marché de l'agriculture qui commence à se segmenter en fonction. Tu auras du poulet et de la viande brésilienne pour les 70% qui regarderont Netflix avec leur revenu universel. Ouais. Et puis, tu auras les 10% qui pourront s'acheter encore de la volaille de Brest de grande qualité. Donc, en fait, tout est raccord et cohérent. Le seul problème, c'est que, comme le disait Francis en début d'émission, ce monde est en train de dérailler. On verra où nous amènera le crash. Alors, nous voulions terminer par... oui. Pardon. Oui, avec nos amis les Algériens. Nos grands amis les Algériens. Il y a 2 auteurs qu'on suit, enfin moi que je suis beaucoup, même si je n'ai lu aucun des 2, hein, je crois confesser, il faudrait absolument que je m'y mette. Ces auteurs sont Kamel Daoul, Boualem Sansal. Moi j'avais lu Boualem Sansal, c'est très bien. Ouais, il paraît que c'est très bien écrit, il a une vénération pour la langue française. Et puis c'est quelqu'un qui a une... aux yeux des Algériens. Pardon. Juste, si je peux dire aussi un truc, c'est aussi quelqu'un qui a une vraie fibre littéraire. C'est-à-dire, on sent qu'il connaît la théorie littéraire, il y a vraiment une réflexion sur la littérature à travers le jeu des miroirs, etc., dans son œuvre. Bon, alors moi, personnellement, j'avoue que je l'apprécie pas particulièrement, c'est pas un de mes auteurs préférés pour des raisons que je trouve parfois que politiquement, c'est un petit peu plat. Là-dessus, il y a pas une... Enfin, moi, je préfère des choses un peu plus... avec plus d'aspérité. Mais d'un point de vue littéraire, il me fait tout à fait penser, par exemple, à Italo Calvino. Voilà, en termes de qualité. Et d'autant plus, c'est pas spécialement un littéraire au départ, hein, il est ingénieur, mais il détient un doctorat en économie. Donc c'est toujours assez impressionnant de voir la capacité d'aborder deux types de talents extrêmement différents. Hein. Il a 75 ans et donc il se rendait, parce qu'il vient d'obtenir la nationalité française, mais il se rendait en Algérie, il vit dans un village pas très loin d'Alger. Donc il a toujours le courage de revenir, alors qu'évidemment il clame son amour de la France, il écrit en français, il critique l'islamisme depuis très très longtemps, et il a vécu la décennie noire là-bas. Je ne connais pas sa vie en détail, mais en tout cas... il faut dire que c'est quelqu'un de courageux. C'est quelqu'un de très courageux. Il alerte les Français depuis au moins 2 décennies sur ce qui nous attend, selon lui. Et il a été donc a priori arrêté samedi dernier et emprisonné par le régime. Personne n'a aucune nouvelle de lui depuis samedi dernier. Son téléphone est coupé. Et ce que nous pouvons noter, c'est qu'il n'y a pas eu la moindre déclaration du gouvernement, que ce soit Emmanuel Macron ou le ministre de la Culture, la ministre de la Culture, pour au moins s'inquiéter de ce qu'il est devenu. Pas un mot. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est français et que c'est juste... il n'y a pas de mots. Il faut espérer que cette retenue diplomatique est réfléchie pour justement permettre
en coulisses à œuvrer le plus rapidement possible. Oui, peut-être que je suis très très pessimiste, mais c'est vrai que. Alors, bon, c'est pas la peine d'en dire tellement plus parce qu'on n'a pas plus d'informations. On peut juste espérer qu'il sera très vite à nouveau libre, puisque je pense qu'on est d'accord qu'un écrivain, sa place n'est jamais devant les barreaux. Sinon, on ne s'appellerait pas la zone libre. Bien sûr. Et ben donc, on termine sur cette note un petit peu inquiète, Flavie, et je te souhaite à la semaine prochaine et j'espère que nous fêterons sa libération. Bonne nuit aux auditeurs et bonne nuit à toi, Gauthier. Et à Noah, en régie. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.